Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue, chers étudiants, dans la deuxième partie du cours du cancer de l'œsophage. Dans cette partie, on va aborder l'examen clinique et bien sûr la thérapeutique et la prévention. Donc, vous allez voir, ou bien vous allez retrouver tous les supports utilisés dans les vidéos dans la description à télécharger comme d'habitude. Je vous invite toujours à abonner, mes chers amis, pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. N'oubliez pas un j'aime, un maximum de partage comme d'habitude, afin que ces vidéos vont atteindre le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc, premièrement, l'examen clinique. Et notez bien, il est plus souvent normal. Donc, l'examen clinique, je répète, dans un cancer de l'œsophage, il est souvent normal, mais parfois, vous devez rechercher des signes de dénutrition, des signes d'extension métastatique, je répète, hépatique et pulmonaire, le fameux ganglion de Troisi, c'est le ganglion susclaviculaire gauche, ça nous fait rappel au cours du cancer de l'estomac. Donc, notez bien, je répète, le ganglion de Troisi qui est illustré à gauche, il est retrouvé, je répète, dans tous les cancers digestifs. Donc, et il témoigne malheureusement d'une prolifération maligne au niveau du tract digestif. Donc, parmi les signes qui sont évocateurs d'un processus malin, c'est le ganglion de Troisi, c'est le ganglion susclaviculaire gauche. Et bien sûr, l'hépatomégalie qui est retrouvée devant une métastase. On va aborder ça avec détail dans le cours des cancers hépatiques ou bien les cancers du foie. Faites attention, recherchez les signes de dénutrition, recherchez les métastases, surtout hépatiques et pulmonaires comme on l'avait vu précédemment, et bien sûr le ganglion de Troisi qui est toujours témoin d'une prolifération maligne au niveau du tract digestif malheureusement. Le diagnostic positif. Et notez bien que le diagnostic positif, il est anatomopathologique. Il repose, là je vous demande à noter ça, à des biopsies qui sont multiples. Donc c'est 6 à 10 biopsies qui ont réalisé à l'aide de la fibroscopie œsogastro-duodénale, l'examen de choix. Donc je répète, l'examen de choix c'est la fibroscopie œsogastro-duodénale. On note 6 à 10 biopsies, pas une seule. Donc faites attention, une seule biopsie de l'œsophage, elle n'est pas suffisante pour poser le diagnostic. C'est de 6 à 10 biopsies qui ont réalisé à l'aide de la fibroscopie, de la FOGD, la fibroscopie œsogastro-duodénale. Diagnostic toujours, il est anatomopathologique comme tout cancer. Donc, la fibroscopie est faite sous anesthésie générale ou bien plutôt sous anesthésie locale, c'est un fond de gorge, ou bien sous anesthésie générale. Donc, chez un patient, bien sûr, qui est strictement à jeun depuis au moins de 6 heures, informez vos patients du geste. Donc, donnez son consentement. Ne fait pas. C'est un geste, je répète, qui est invasif. Il faut le consentement du patient. Donc, c'est parmi votre devoir dans vos pratiques médicales, c'est informer le patient toujours du geste fait. Et bien sûr, après la vérification de l'hémostase, on avait dit que parmi les contre-indications de la fibroscopie, c'est les troubles de l'hémostase. Notez ça bien dans vos cas cliniques. On risque pas, je répète, comme on avait dit dans le cours des lésions caustiques, on risque pas une fibroscopie à l'aveugle devant un bilan d'hémostase qui est déséquilibré. On risque le passage vers l'hémorragie et elle peut être fatale. Donc, la fibroscopie, elle va nous permettre de faire la description macroscopique et microscopique. Donc, selon la description macroscopique de la lésion, elle va nous donner le siège, la taille, le caractère franchissable. Est-ce qu'on peut faire de l'exérèse? Recherchez bien sûr une deuxième localisation synchrone, toujours dans la fibroscopie. Et notez bien que le carcinome épidermoïde, je répète, qui est le type histologique le plus fréquemment répandu, en cancer, c'est 75% des cas, il est coloré par la coloration vitale ou bien au Lugol sur une biopsie d'une zone qui est iodo-négative. Donc c'est la fibroscopie qui est l'examen de choix réalisé
C'est l'examen qui nous permet de faire de 6 jusqu'aux 10 biopsies. Notez ça bien. Une seule biopsie n'est pas suffisante pour poser le diagnostic d'une transformation maligne. Et notez bien les contre-indiqués devant un bilan d'hémostase qui est instable. Donc ça, c'est pour le diagnostic positif. Donc là, vous voyez, dans la fibroscopie, on a trouvé un petit cancer du tiers moyen. Donc là, c'est la fibroscopie qui a mis en évidence un petit cancer du tiers moyen. Là, vous voyez un transit, donc œsogastro-duodénal, qui a mis en évidence, et bien sûr, la pièce opératoire. Donc ça, c'est la pièce opératoire qui a été enlevée. Elle a mis en évidence une tumeur qui est endoluminale. Donc je répète, la biopsie avec l'endoscopie reste l'examen de choix pour poser le diagnostic positif d'une tumeur ou bien d'un cancer de l'œsophage. Une fois le diagnostic il est posé, donc les objectifs, les autres examens complémentaires sont, donc, premièrement, donc on avait vu, on a confirmé l'existence de tumeur, de cancer. Maintenant, les autres examens sont indiqués dans le but de, premièrement, évaluation du caractère curable ou non de la pathologie. Ça, c'est premièrement. Est-ce que ce cancer-là, il est curable ou non? Est-ce que on doit faire le recours à la radiothérapie ou bien la résection totale? Bien sûr, avoir aussi le bilan d'extension régionale et à distance et l'évaluation de la résicabilité de la tumeur. Donc, premièrement, le caractère curable ou non, l'indication chirurgicale, et n'oublie pas le bilan d'extension qu'on va aborder dans les plaques suivantes. Deuxièmement, l'évaluation du terrain. Est-ce qu'il s'agit d'un patient qui tolère le processus ou bien l'opération ou bien de la chirurgie ou non? Troisième titre, bien rechercher un deuxième cancer épidermiologique qui est associé. On avait dit que les cancers de type épidermoïde, ils sont souvent associés à d'autres localisations, surtout ORL. Faites attention, recherchez deuxième localisation, surtout devant la notion du terrain alcoolo-tabagique. On avait parlé de ça dans la première partie. Il est souvent accompagné avec du cancer ORL, laryngé et même des cancers pulmonaires. Quatrième point, établir ou bien évaluer l'état général selon l'échelle de l'OMS. Rechercher du contre-indication aux produits de chimiothérapie et bien sûr l'obtention d'une imagerie de référence qui servira ensuite à la surveillance des patients traités à façon curative ou non. Passons maintenant au bilan d'extension et c'est en premier lieu, c'est le scanner thoraco-abdominal avec injection de produits de contraste. Donc, dans le bilan d'extension, le premier examen, c'est le scanner thoraco-abdominal. Il est illustré à gauche avec injection de produits de contraste, bien sûr, si le patient les tolère. Il sert à un bilan d'extension loco-régional et général. Donc, c'est l'examen de référence comme bilan d'extension. Donc là, je vous invite à noter l'examen de diagnostic positif, c'est endoscopie associée, je répète, à la biopsie, pas une seule. C'est 6 à 10 biopsies. Notez ça bien. Et comme bilan d'extension, pour permettre la classification TNM, c'est le scanner thoraco-abdominal avec injection qui est l'examen de référence pour poser le bilan d'extension du cancer. Là aussi, c'est un scanner thoraco-abdominal. Il montre là une masse. Elle est mieux illustrée à gauche dans la flèche. Donc notez bien, c'est la TDM qui est l'examen de choix pour le bilan d'extension. Deuxièmement, on peut faire le recours à l'endoscopie, qui est illustré à gauche. C'est l'écho-endoscopie. Donc l'écho-endoscopie supérieure au scanner pour le bilan d'extension qui est loco-régional. Donc, je répète, la TDM nous permet de faire un bilan d'extension à la fois qui est loco-régional et général. L'endoscopie, elle est
supérieure, elle est mieux performante pour le bilan, mais seulement le bilan loco-régional. Troisième examen à prescrire, donc ça c'est l'écho-endoscopie. On va utiliser les ultrasons pour rechercher les masses. Donc là, vous voyez la sonde, et là c'est l'émission des ultrasons. Je vous invite à consulter le cours de l'échographie. On a abordé ça avec détail dans la radiologie. Troisième examen qu'on peut utiliser, c'est le PET scan ou bien la tomographie à émission de positron. Et ce PET scan, il est très utile pour rechercher les petites métastases qui sont difficiles à détecter dans la TDM. Donc, sur le bilan d'extension, notez bien, premièrement, c'est la TDM, deuxièmement, l'écho-endoscopie et le TEP scan. Quatrièmement, le transit œsogastro-duodénal, il est facultatif. Donc, ça, c'est du TEP scan. Donc, c'est l'examen de référence pour détecter, je répète, les petites métastases. Et là, vous voyez, ça, c'est le transit œsogastro-duodénal. Il est facultatif. Il est utile quand toujours devant une sténose, donc, qui est non franchissable à l'endoscopie. Ou bien, attention, s'il existe une suspicion de fistule médiastinale, le transit œsogastro-duodénal et produits barités, je répète, ils sont contre-indiqués. Notez ça bien. En cas de fistule, c'est le risque de passage de ces produits vers les voies digestives. Donc faites attention. Le transit barité, il est à éviter, je répète, devant une fistule médiastinale. C'est une contre-indication à la barite. Donc là, vous voyez aussi, c'est du transit œsogastro-duodénal qui montre un rétrécissement au niveau du cardia. Donc, les études pour détecter les sténoses, les mieux illustrés à gauche. D'autres examens qui sont indiqués, c'est de la fibroscopie bronchique. Donc, elle recherche quoi? Elle recherche l'envahissement de l'arbre bronchique par la tumeur. On avait dit que les tumeurs de cancer de l'œsophage, ils ont des rapports avec des structures anatomiques sous-jacentes multiples. Donc, ces cancers, ils peuvent franchir, ou bien ils peuvent envahir l'arbre bronchique, l'arbre trachéobronchial, et c'est la fibroscopie bronchique. Et l'examen de l'extension pour rechercher les lésions ou bien un cancer bronchique qui est synchrone. On avait dit que sur le terrain, je répète, terrain alcoolotabagique, rechercher un cancer pulmonaire. Les marqueurs tumoraux, aucun marqueur tumoral n'est utile. C'est pas comme les cancers. Une fois comme on va voir, il existe de multiples marqueurs tumoraux à rechercher. On va aborder ça avec détail dans le cours du cancer du foie. Et dernièrement, rechercher un cancer synchrone chez un patient alcoolotabagique, on avait dit ça. L'examen ORL qui trouve sa place là, avec de la laryngoscopie. Donc là, c'est la laryngoscopie et de la fibroscopie bronchique. Rechercher, je répète, les deux localisations, la localisation ORL et l'arbre trachéo ou bien trachéobronchique, toujours devant un cancer, je répète, qui est de type épidermoïde. Là, c'est la classification PNM, ça nous fait rappel à l'anatomopathologie. Donc, T, c'est pour l'envahissement. T1, c'est une tumeur qui envahit les muqueuses et les sous-muqueuses. T2, elle dépasse la muqueuse, elle s'envahit vers la musculeuse, mais sans la dépasser. T3, donc, c'est une tumeur qui envahit l'adventice, dans le cas de l'œsophage, ou bien la séreuse, si c'est le reste du tube digestif. Je répète, histologie de l'œsophage, il n'existe pas une séreuse, juste un adventice. T4, c'est une tumeur qui va envahir les structures adjacentes. C'est la trachée, je répète, qui est la localisation à craindre. C'est l'envahissement de l'arbre trachéobronchique. N, c'est pour l'envahissement ganglionnaire. N0, pas d'invasion ganglionnaire. N1,
Donc, ganglions envahis, péritumorales. Ces ganglions, ils sont ronds, ils ont de même échogénicité que la tumeur. 2. Donc, c'est plus grave. Les ganglions envoyés, ils sont à distance de la tumeur au-delà de 5 cm, au-dessus ou bien au-dessous du pôle supérieur ou inférieur de la tumeur. Et M, bien sûr, c'est toujours l'existence du métastase M0, pas de métastase M1. Il existe un métastase et souvent ce sont des tumeurs qui sont malheureusement diagnostiquées au stade tardif. Donc c'est la fameuse classification TNM qu'on a vu toujours en anatomopathologie. Maintenant, on va passer au bilan d'opérabilité. Là, toujours, c'est la laryngoscopie. Ça, c'est du laryngoscope. Notez-le bien, il est souvent utilisé, je répète, pour rechercher les localisations ORL. Donc, faites attention. Dans vos cas cliniques, un cancer épidermoïde de localisation œsophagienne, toujours faire la réflexion de rechercher d'autres localisations ou bien d'autres tumeurs épidermoïdes en localisation, je répète, ORL grâce à un laryngoscope et bien sûr les tumeurs bronchiques, tumeurs pulmonaires sur le terrain alcoolo-tabagique. Donc passons maintenant, donc ça c'est l'échelle de l'OMS et là on va passer à l'échelle de l'opérabilité. Donc premièrement pour l'échelle de l'opérabilité, on va premièrement évaluer l'état général du patient. Et c'est l'échelle de l'OMS. Donc, 0, c'est une activité qui est normale. 1, le patient il est symptomatique, mais il reste ambulatoire. Il réalise des petits travaux. Le stade 2, le patient il est incapable de travailler, mais capable de s'occuper de lui-même debout dans 50% du temps de veille. Vous allez pratiquer ça dans vos terrains de stage. C'est l'échelle de l'OMS. Donc, c'est la statut de performant. Stade 3, le patient il est confiné au lit ou bien au fauteuil plus de 50% de son temps de veille. Et le stade 4, un patient qui est confiné au lit totalement, il est incapable de s'occuper de lui-même. Donc, premièrement, pour le bilan d'opérabilité, on commence avec l'échelle OMS. Deuxièmement, l'échelle de nutrition. Donc, on va calculer l'indice de masse corporelle. S'il s'agit d'un amaigrissement, bien d'un amaigrissement supérieur à 5% du poids total en un mois, ou bien plus de 10% en 6 mois, donc là, on est devant un risque de dénutrition. Et bien sûr, c'est l'hypoalbuminémie qui est posée là. Donc faites attention, premièrement, l'état général du patient, l'échelle nutritionnelle par le calcul de l'indice de masse corporelle, rechercher un amaigrissement qui est toujours un signe de mauvais pronostic, l'évaluation de la fonction respiratoire. Donc c'est de la PPCO et on va aborder ça en détail dans le module de pneumologie. Donc c'est l'EFR, donc c'est les gaz du sang et l'exploration fonctionnelle respiratoire, le VMS. On va aborder ça avec détail dans le module de pneumologie. Et dernièrement, l'évaluation de la fonction cardiovasculaire, hépatique et rénale. Donc c'est le bilan typique d'opérabilité chez les patients. Deuxièmement, le bilan pré-chimiothérapie. Donc, c'est la cisplatine, la fonction rénale et le CG est noté. Certaines situations sont des contre-indications à la chirurgie œsophagienne. Donc, deux contre-indications, contre-indications relatives et contre-indications absolues. Selon les contre-indications relatives, c'est l'âge supérieur à 75 ans, un score de l'OMS qui est supérieur ou égal à 2, une artériopathie sévère ou un amaigrissement qui est supérieur à 10 fois plutôt à 10% de la masse corporelle. Donc c'est la notion de l'hypoalbuminémie qui se pose là. Donc tout ça, ce sont des contre-indications relatives. Passons aux contre-indications qui sont absolues. Donc c'est l'insuffisance respiratoire, la cirrhose,
selon le score de Child. On va aborder ça avec détail dans le cours de cirrhose, l'insuffisance rénale, la cardiopathie évolutive et même l'infarctus du myocarde qui est récent. Donc tout ça, ce sont des contre-indications chirurgicales. Et il existe des cas où on nécessite la prise en charge préopératoire qui est intensive. Donc c'est la renutrition en cas de dénutrition. Et bien sûr, la préparation respiratoire, c'est l'arrêt du tabac, le sevrage tabagique, les aérosols, les bronchodilatateurs et la kinésithérapie respiratoire pour ne pas tomber dans les critères de gravité ou bien des complications ou des détresses respiratoires. Passons maintenant au traitement du cancer de l'œsophage. Et notez bien, je vous invite à noter ça. Le dossier, il doit être passé en réunion de concertation pluridisciplinaire. C'est la RCP. On avait vu ça précédemment dans le cancer de l'estomac. Donc maintenant, les cancers, ils sont pris en charge, je répète, dans la RCP, dans la réunion de concertation pluridisciplinaire. Donc un traitement endoscopique, c'est la mycosectomie. Elle est à visée curative et elle peut être envisagée pour les tumeurs ou bien les cancers superficiels qui sont limités à la muqueuse. Donc c'est le stade T1. Donc on peut, là vous voyez, c'est la mycosectomie. Donc mycose pour muqueuse. Donc c'est la mycosectomie. On va faire la résection de façon curative pour les stades T1, je répète, où les tumeurs ils sont localisées au niveau de la muqueuse. Ils ne dépassent pas les bords de la muqueuse. Donc, et dans les autres cas, les stratégies de traitement curatif, elles combinent la chimiothérapie, la radiochimiothérapie, et bien sûr, c'est de la chirurgie en fonction, je répète, de la stade TNM, et bien sûr, et du type histologique de la tumeur. Est-ce qu'il s'agit du carcinome épidermoïde ou bien de l'adénocarcinome? La prise en charge, elle va se différer, je répète, selon le stade TNM et même selon le type du cancer. Un cancer carcinome épidermoïde ou bien adénocarcinome qu'on avait vu précédemment dans la partie précédente. Donc, une œsophagectomie subtotale avec curage ganglionnaire des deux champs, médiastinal et abdominal, et la reconstruction par la plastie gastrique, et elle est réalisée le plus souvent. Donc, là, c'est la mycosectomie, le traitement qui est endoscopique, et là, vous voyez, là, c'est la résection subtotale de l'œsophage avec quoi? Avec une anastomose œsogastrienne qui est utilisée à l'aide d'une plastique qui est du type gastrique. Plastique gastrique veut dire qu'on va utiliser l'estomac pour compenser la partie qui est réséquée de l'œsophage. Exclusivement, on peut faire le recours à la radiochimiothérapie. Mais notez bien, c'est la œsophagectomie subtotale avec une plastique gastrique qui est souvent réalisée comme traitement chirurgical et bien sûr le curage ganglionnaire médiastinal. Mais malheureusement, le pronostic il est sombre. Notez ça bien avec un taux de survie à 5 ans à tous les stades qui est modéré, qui est confié entre 15 et 25%. Donc le cancer de l'œsophage reste du mauvais pronostic. C'est les critères, je répète, de l'envahissement des structures sous-jacentes. Ça, on l'avait vu dans la partie précédente. Et le caractère très lymphophile donc, du cancer de l'œsophage. Donc vous voyez là la ressemblance entre le cancer de l'œsophage avec du cancer gastrique. Malheureusement, les deux, ils ont un mauvais pronostic, surtout devant une métastase qui est hépatique. Dernier titre, c'est la prévention et le dépistage. Donc, la prévention primaire, le sévrage alcoolotabagique, qui est la cause, je répète, majeure du cancer épidermoïde. Deuxièmement, le dépistage précoce. Il est dû à l'aide de l'endoscopie digestive haute chez les patients à haut risque. Les patients sont les patients avec un carcinome épidermoïde, des antécédents d'un cancer ORL. Notez ça bien, l'achalasie
les antécédents des brûlures caustiques. Donc, ils sont suivis par une fibroscopie tous les 2 ans. Donc, je répète, on avait vu ça précédemment. Parmi les lésions qui favorisent le cancer épidermoïde, c'est les antécédents, je répète, du carcinome épidermoïde de structure ou bien de localisation orale. La chalasie qu'on avait vu précédemment. Je vous invite à consulter la première partie, toujours pour mieux comprendre. Consulter les cours en enchaînement pour mieux suivre. Ou bien les brûlures caustiques qu'on a vu précédemment, on avait dit que ils tendent à se dégénérer même à 20 ans jusqu'aux 40 ans après une brûlure caustique. Ils sont à suivre. Les lésions ou bien les séquelles du brûlure caustique peuvent dégénérer, peuvent donner du carcinome, je répète, de type épidermoïde. Concernant l'adénocarcinome, donc c'est la fibroscopie œsogastro-duodénale tous les 2 ans en cas de la fameuse endobrachie œsophage qu'on avait vu, c'est l'œsophage de Barrett. C'est la métaplasie intestinale qui est due au reflux gastro-œsophagien, bien sûr avec des biopsies systématiques tous les 2 ans. Donc il vaut mieux prévenir que guérir. Donc je répète, le sévrage alcoolo-tabagique, la cause la plus fréquente, le suivi des lésions précancéreuses pour le cancer épidermoïde, c'est la chalasie, les brûlures caustiques des antécédents du cancer oral. Pour l'adénocarcinome, on avait dit qu'il se développe presque souvent, dans tous les cas, sur l'œsophage de Barrett, sur l'endobrachie œsophage qu'on avait vu dans le cours de RGE. Dernièrement, les points à retenir. Il n'existe pas une dysphagie qui est banale. Donc, la dysphagie banale n'existe pas. Donc, notez ça bien. Devant toute dysphagie, l'endoscopie doit être réalisée, je répète, systématiquement. Donc faites attention, notez ces points-là. Il peut s'agir des questions d'examen. Donc la dysphagie, elle n'est pas banale. Il n'existe pas une dysphagie banale. Toute dysphagie, elle doit subir d'une endoscopie réalisée, je répète, systématiquement. N'oubliez pas que dans le cancer de l'œsophage, il y a la maladie ou bien le cancer qui est potentiellement résecable et même potentiellement métastatique. Bien sûr, prendre en charge les comorbidités, c'est le terrain alcoolo-tabagique, la dénutrition qu'on avait parlé, la cirrhose. Donc, vous n'allez pas obtenir des résultats satisfaisants que si vous prenez en considération les deux. Donc, prendre en charge le type de cancer. Le cancer, il est potentiellement résecable et même il est potentiellement métastatique. On avait dit que il peut faire extension loco-régionale, le caractère lymphophile et même les métastases hépatiques qui sont fréquentes et les critères de comorbidité, la dénutrition, la cirrhose, le terrain alcoolo-tabagique. Donc tout ça, il est pris en charge pour mieux avoir un résultat qui est satisfaisant. Et dernièrement, n'oubliez pas toujours la RCP, la réunion de concertation pluridisciplinaire, comme on a vu précédemment dans le cancer de l'estomac. Donc, c'est toujours fait. Donc, le pronostic ou bien prise en charge des patients avec un cancer gastrique, soit de l'œsophage, soit un cancer de l'estomac. Elle est prise en charge, je répète, dans la RCP, où elle a une pronostic ou bien une importance vitale chez ces patients. Donc ça c'est tout pour le cancer de l'œsophage. Je vous remercie pour votre attention, mes chers amis. J'espère que les vidéos sont utiles. Je vous rencontrerai prochainement dans d'autres chapitres, dans d'autres cours. Je vous souhaite le bon courage dans vos préparations et à la prochaine, mes chers amis.